Bienvenue dans Smart et Responsable, votre émission mensuelle consacrée aux enjeux durables, émission où toutes les ambitions sont permises. Le thème de ce mois-ci est consacré à l'industrie agroalimentaire vers une alimentation plus durable et plus responsable. On va parler de ce sujet avec deux invités, acteurs industriels de la filière agroalimentaire. Je précise juste qu'on est là sur un des objectifs peut-être les plus ambitieux en matière de développement durable, les objectifs de développement durable tels qu'ils sont établis par les Nations Unies. L'alimentation est le deuxième de ces objectifs après la lutte contre la pauvreté. Je cite les Nations Unies, l'objectif c'est zéro faim dans le monde. Le secteur de l'alimentation et de l'agriculture offre des solutions clés pour le développement. Il est au cœur de l'éradication de la faim et de la pauvreté. Dans le monde, un tiers de la nourriture produite aujourd'hui est gaspillée. On va parler de ce sujet, de l'industrie agroalimentaire et de ses enjeux de durabilité avec nos deux invités que je vous présente. Daniel Sauvaget, le PDG et fondateur d'Ecomiam. Daniel Sauvaget, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On parle avec vous du marché des surgelés. On en saura plus dans quelques instants. Et Jean-Gabriel Levon, qui est à nos côtés également. Bonjour Jean-Gabriel. Bonjour. Vous êtes l'un des 4 cofondateurs d'Insect, c'est ça ? C'est ça. Et directeur impact au pluriel de la société Insect aujourd'hui. On parle avec vous d'une nouvelle filière industrielle avec l'élevage d'insectes à destination de la nutrition animale, humaine également, et à destination également de l'agriculture. Messieurs, pour commencer cette émission, c'est la tradition de Smart et Responsable. Vous allez avoir chacun 1 minute pour nous parler de vos rêves et de vos ambitions. Soyons ambitieux. Daniel Sauvaget, je commence avec vous. Un rêve, une ambition. Allez, on va dire à 10 ans, si on essaye de se projeter, pour Ecomiam, bien sûr, mais pour l'ensemble de l'écosystème dans lequel vous agissez aujourd'hui. Écoutez, moi, je tiens à vous faire part de cette ambition de contribuer utilement à ce que les enjeux de l'alimentation soient basés sur des réflexions rationnelles et de moins en moins sur l'émotionnel. Je suis très inquiet de voir nombre de fois de l'agribashing ou des prises de position qui dénaturent en fait les efforts des hommes et des femmes qui animent ces industries agroalimentaires. Nous allons bientôt être 8 milliards de personnes sur cette terre. Vous avez rappelé en préambule les enjeux que cela représente de nourrir l'ensemble de la population. Et donc il va falloir, c'est le vœu que je veux formuler chez vous aujourd'hui, c'est qu'on essaye de raisonner intelligemment pour savoir comment on arrive à faire converger l'ensemble des technologies, des moyens de production pour nourrir de manière rationnelle l'ensemble de la population, bien évidemment en respectant autant que faire se peut la nature. Et pour ça, il faut sans doute se défaire d'idées un peu trop préconçues ou de combats qui sont parfois dénaturés par rapport à l'enjeu ultime qui est de bien nourrir l'ensemble de la population. Vous êtes un acteur de la filière agro-industrielle depuis très longtemps. Daniel Sauvaget, vous avez été directeur des abattoirs Tilly-Sapco à une époque, et c'est d'ailleurs sur les difficultés de ces abattoirs de volailles en Vendée, en Bretagne, Finistère, j'ai rebondi, que l'idée d'Ecomiam est venue. Depuis tout ce temps, vous avez vu l'émotion prendre le pas sur la raison dans cette industrie. Trop souvent, je suis moi-même fils d'agriculteur, donc j'ai pu vivre chez mes parents l'évolution des modes de production agricole où d'énormes efforts ont été réalisés par tous ces acteurs au quotidien pour améliorer la qualité des produits, la productivité, puisque c'est parfois un gros mot, mais nous sommes encore une fois nombreux sur cette terre et on ne peut pas imaginer nourrir ou se contenter des principes de la cueillette que nos très ancêtres utilisaient pour se nourrir. Donc c'est pour ça que effectivement je pense que nous devons faire l'effort, et j'apprécie votre émission pour ce point, c'est faire œuvre utile en étant pédagogique, en disant attention, nourrir 8 milliards d'individus nécessite de mettre en œuvre des process, des technologies modernes. Maintenant, il faut qu'ils soient compatibles avec le respect de la nature. C'est pas toujours simple, mais c'est tout l'enjeu de notre humanité. En fait, c'est de faire progresser notre confort de vie tout en respectant la nature. Et les insectes ont toute leur place dans cette chaîne alimentaire. Jean-Gabriel Levon, c'est à votre tour. Vous avez 1 minute pour formuler un ou des rêves ou des ambitions pour insectes, bien sûr, mais l'ensemble de l'industrie agroalimentaire. Avec nos scarabées, on peut faire tellement de choses. Nous, ce qu'on travaille, la technologie qu'on a, c'est une technologie de ferme verticale. Donc, on arrive à avoir des activités agricoles d'élevage sur des très petites zones.
avec une économie d'intrants qui est vraiment chouette. Moi, je pense que une ambition pour moi, ça serait que ce qu'on fait, la verticalisation, ça laisse de l'espace à redécouvrir peut-être une relation un petit peu différente qu'on a eue avec notre environnement productif. Jusqu'à aujourd'hui, on a peut-être été un petit peu trop loin dans le côté productif, et où il y a de plus en plus une vraie agriculture de la connaissance qui se met en place. On redécouvre par exemple aujourd'hui énormément de choses sur la manière de produire des légumes qu'on avait au 19e siècle à Paris par exemple. Il y a une ferme que je suis de très près parce que j'habite à côté, qui est la ferme du Bec et Loin, où ils font des choses magnifiques là-dedans. Il y a énormément de choses sur la science des sols qui sont en train de se développer, où on redécouvre par exemple l'intérêt des bocages. Pourquoi les bocages, ça a duré si longtemps? Cette combinaison entre la forêt, l'agriculture, l'élevage qui marchent ensemble. Il y a beaucoup de choses comme ça, donc peut-être qu'un de mes rêves, ça serait de revoir des bocages partout où on a des open fields aujourd'hui, ça serait génial. Un autre de mes rêves, qui est beaucoup plus technologique que celui-là, c'est que notre techno, en fait, soit une des pierres angulaires de la conquête spatiale. On pense vraiment que c'est possible. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on sache ce qu'on va manger une fois qu'on est là-bas. Donc voilà, Elon Musk, si tu m'entends. Ah, mais non, mais vous citez Elon Musk, mais blague à part, un de vos plus grands ambassadeurs aujourd'hui, notamment pour le marché américain, c'est Iron Man. Il faut en dire un mot quand même, Jean-Gabriel. Le chef scientifique des Avengers. Ouais, non, mais blague à part, non, Robert Downey Jr. lui-même. Exactement, c'est un acteur qui a un énorme engagement côté impact, et il a investi chez nous, tout simplement, comme investisseur, et il nous fait une pub sensationnelle. Et donc ça va être, on est en train de s'installer aux US petit à petit, on a des bureaux maintenant là-bas, à Miami pour être exact. Et ça va être sans doute une de nos prochaines implantations, de nos implantations d'usine. On est en train de chercher où est-ce qu'on va les placer, mais ça sera en Europe évidemment. On a déjà Amiens qui est en train de tourner, aux US et sans doute sud-est asiatique. Bon, on va revenir sur le chemin parcouru à travers vos histoires, celle d'Ecomiam et celle d'insectes, mais j'aime bien l'idée que les insectes vont permettre d'accélérer peut-être la conquête spatiale. Ça me paraît être une ambition de bonne mesure pour commencer cette émission. On en vient donc au chemin parcouru avec nos invités de Smart et Responsable. Daniel Sauvaget, je le rappelle, PDG fondateur d'Ecomiam, on l'a dit d'un mot, mais effectivement, l'idée d'Ecomiam, un des principaux acteurs du surgelé aujourd'hui sur le marché français, avec un positionnement que vous allez nous décrire, est né des difficultés que vous avez rencontrées quand vous dirigiez cet abattoir de volailles dans le Finistère, Daniel Sauvaget. Votre conviction, celle que vous êtes forgée à l'époque, et ça remonte à plus de 10 ans, je vais la formuler, mais ça paraît une évidence aujourd'hui. Il y a plus de 10 ans, il fallait quand même être en capacité d'avoir cette vision. C'est que le consommateur sera prêt un jour, je me remets 10 ans en arrière, à payer le prix d'un système alimentaire qui rémunère correctement les producteurs, qui améliore son impact environnemental et qui lutte notamment contre le gaspillage. Je le rappelais, tel que l'objectif est défini par les Nations Unies, 1/3 de la nourriture produite est aujourd'hui gaspillée dans le monde. Comment est-ce que cette conviction s'est forgée chez vous, Daniel Sauvaget ? L'envie de réconcilier le consommateur avec son écosystème, faire en sorte qu'il puisse se nourrir déjà sainement, avoir des produits de qualité qu'il cuisine lui-même. Je pense qu'on n'insistera jamais assez qu'il est préférable de cuisiner soi-même ses produits plutôt que de manger du prêt à consommer. Pour la santé, c'est démontré maintenant, bien avéré. Alors les choses pourront évoluer positivement, mais pour l'instant, c'est quand même priorisé, tout en respectant les gens qui produisent pour lui, c'est-à-dire en payant correctement le prix. Et la quadrature du cercle, pour moi, c'était d'arriver à bâtir un système qui permette, malgré tout, aux consommateurs d'avoir accès à des produits très compétitifs. Et donc là, je suis parti de la valeur d'usage du produit dans la cuisine. Je suis remonté vers la filière et je n'ai engagé aucune ressource qui ne serve cette valeur d'usage finale dans la cuisine. On ne pratique aucune promotion. Ça me permet en fait de définir des achats sur des périodes de temps longs avec mes fournisseurs, ce qui leur permet d'engager sereinement leurs ressources et donc de mieux les engager, parce que souvent, c'est cette pression du prix bataillé permanent qui pousse un peu à la faute ou aux excès que vous pouviez mentionner à l'instant. Là, c'est de donner de la sérénité, de la visibilité. Et aujourd'hui, on démontre qu'on est compétitif autant que n'importe quel autre réseau, avec la capacité d'offrir du 100% français aux consommateurs. Oui, on peut s'extirper de cette bataille du prix. Vous le dites, vous restez compétitif, mais vous n'êtes pas dans cette guerre mortifère du prix toujours plus bas. Et ça, 10 ans après, c'est validé. Alors, avec un rythme de croissance très fort. C'est d'autant plus validé que
tous les mécanismes de promotion aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu fou ce que je vais vous dire là, mais en fait, on renchérit les coûts de distribution. C'est ça qui est fou. Et aujourd'hui... Les étiquettes, le marketing promotionnel, toutes les désorganisations de flux que vous générez quand vous faites des accélérations. Et le drame derrière tout ça, c'est qu'aujourd'hui, les promotions ne sont plus à l'initiative de la filière de production qui pourrait... utilement proposer de baisser le prix pour réguler une sur-offre, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est uniquement les distributeurs qui, au seul motif de faire venir le client chez eux, actionnent des promotions, alors qu'elles ne correspondent pas forcément à des surproductions. Donc tout ça renchérit le coût de production des acteurs. Donc quand vous êtes, même si nous sommes très modestes, nous avons conscience de l'être, un acteur même modeste comme nous, qui planifiez les choses, qui sécurisez vos fournisseurs, vous arrivez à être très compétitif, avec un point fort et un acte que je voulais un peu fondateur dans mon engagement, c'est que nous affichons en magasin le prix auquel nous achetons le produit, la marge que nous prenons sur chacun des produits et ce qui est versé à l'État au titre de la TVA. L'autre point très intéressant de votre positionnement chez Ecomium, c'est, vous l'avez dit d'un mot, des produits bruts, alors 100% français évidemment, local, des produits essentiellement non transformés, bruts. Ça, c'est assez novateur, j'allais dire, dans l'image du surgelé tel qu'on l'imaginait il y a encore quelques années en arrière. C'était plutôt la barquette, facile à réchauffer. Et vous dites, on n'arrivera jamais à atteindre un niveau de qualité d'alimentation dans la transformation industrielle de ces produits. Je n'y suis pour rien, mais on a tous en mémoire les petits plats que nos mamans nous concoctaient, c'était les meilleurs et ça restera ad vitam les meilleurs. Ben, on est dans ce même schéma. Et encore une fois, et je ne veux surtout pas faire le procès de l'industrie agroalimentaire sur ce sujet, mais pour faire une sauce, il faut du liant, enfin il faut des ingrédients pour arriver en grande échelle, de pouvoir en plus packager utilement, facilement, passer au micro-ondes. Tout ça nécessite, parce que nous, citoyens, dans notre façon de vivre de plus en plus urbaine, l'avons exigé aussi auprès de nos fournisseurs, nécessite des process, des procédés qui s'éloignent un petit peu d'une cuisine traditionnelle. Et comme dans le surgelé, vous avez des acteurs magnifiques qui travaillent très bien, Picard, Thierry, qui font ça très très bien, il était hors de question qu'on aille jouer le trouble fait sur ce marché. Donc nous avons plutôt préféré offrir aux consommateurs la possibilité de travailler des produits bruts, sachant que le surgelé, vous évoquiez le gaspillage alimentaire, c'est magique de ce point de vue-là, parce qu'il n'y en a quasiment pas. Toute notre offre est surgelée individuellement, vous prélevez ce que vous avez besoin pour cuisiner. Et l'autre vertu du surgelé, c'est que tous nos produits sont surgelés très tôt dans le processus de production et on arrive à capter, à figer tous les éléments nutritionnels. Exactement, le côté organoleptique. Nos poissons sont, avec la compagnie des pêches de Saint-Malo, sont filetés en mer, surgelés en mer. Le dos de cabillaud qu'on commercialise, il n'y a pas plus frais, quoi. C'est magique, quoi. Et donc, c'est tous ces bons produits que nous encourageons à cuisiner au quotidien. Bon. Je précise qu'Ecomium est coté en bourse, donc j'ai en plus un modèle qui est validé, éprouvé par le marché boursier depuis quelques mois maintenant. L'introduction en bourse était fin 2020, voilà. Avec des objectifs de croissance. Vous êtes à 40 points de vente aujourd'hui en France et l'objectif c'est 125 points de vente en 2025 selon le plan stratégique qui a été présenté justement aux investisseurs. Revenons aux insectes avec vous, Jean-Gabriel Levon, parce que c'est l'idée. Et Insectes fête ses 10 ans, je crois, en cette année 2021. Le 14 septembre prochain, vous étiez 4 à l'origine. Qu'est-ce qui vous a fait dire justement que l'insecte pouvait retrouver une place dans la chaîne alimentaire qui soit en même temps une place qui permette d'optimiser, on va dire, l'alimentation générale et notamment la nutrition des animaux d'élevage, des animaux domestiques qui sont les principaux champs de bataille sur lesquels vous évoluez aujourd'hui et peut-être demain l'alimentation humaine. Quel a été le constat de départ avec en plus un impact carbone qui est assez impressionnant? Enfin, un impact de décarbonisation justement plutôt de ces procédés qui est assez impressionnant. C'est mieux de le dire comme ça. C'est dans ce sens-là que je l'entendais, Jean-Gabriel. Oui, non. Alors déjà un petit point quand on parle des insectes, ça serait la même chose de parler des vertébrés. Donc dans les insectes, voilà, il y a des vaches, des cochons, des poulets, des grenouilles, il y a beaucoup de choses. Et de la même manière, dans les insectes, il y a des insectes qui vont être très bons à faire ça, très bons à faire ça, très bons à faire ça. Donc nous, on a pris un qui est un scarabée, en fait, le Tenebrio molitor, il s'appelle, son nom, c'est le ver de farine, les pêcheurs connaissent d'habitude. Nous, c'est un spécialiste des céréales.
donc des coproduits céréaliers. Donc 70% de l'alimentation de notre bestiole, quoi, notre petit scarabée, ça va être le son de blé. Donc c'est tout ce qui constitue ce qu'il y a autour du grain. Ouais. Donc là, c'est 70% de l'alimentation, c'est ça. Et le constat qu'on a fait en fait au tout démarrage, c'était de se dire tiens, c'est intéressant, dans les écosystèmes, quand on les regarde, les insectes ont ce rôle, enfin certains insectes ont ce rôle de ramasser tout ce qui tombe, de le digérer, de faire des déjections qui vont faire repousser les plantes, etc., de se faire attraper par les oiseaux en vol, par les chats, les chiens, tout ce qui passe, les poissons aussi. Les truites dans les rivières, c'est 70% de leur alimentation, c'est des larves d'insectes. Voilà. Ouais. Et en fait, on s'est dit, tiens, c'est intriguant que ce maillon de la chaîne qu'on voit dans les écosystèmes, on ne le retrouve pas dans notre système agro-industriel. Et c'est parti de là, en fait. Et après, on a déroulé la bobine. Il y a eu pas mal de questions réglementaires, parce qu'en fait, les législateurs, quand ils ont écrit la réglementation agroalimentaire, ils n'ont pas pensé aux insectes. Ils n'avaient pas pensé à se dire un jour on va manger les insectes qu'on essaye de tuer avec nos pesticides. Voilà. Donc d'ailleurs, garantie sans pesticides chez nous, parce que sinon il n'y a plus de scarabées. Donc voilà, c'est tout ça qui petit à petit, alors c'est une longue histoire de 10 ans. On n'a pas eu dès le jour 1 l'idée de ce qu'est Insect aujourd'hui, mais c'est venu petit à petit avec les contributions aussi de tous mes merveilleux collègues, bonjour à tous, qui nous ont rejoints au fur et à mesure et puis qui ont chacun amené leur petite pierre à l'édifice pour en faire ce que c'est aujourd'hui. Mais voilà, on est loin du temps des fondations, quoi. Ce qui est impressionnant aussi, c'est l'impact positif que ça apporte en matière environnementale et notamment en termes d'émissions carbone, d'émissions de CO2. L'industrie agroalimentaire, mais ne serait-ce que l'élevage est déjà très émetteur. Vous produisez 1 kg de protéines d'insectes. Un peu plus. Non, mais pour 1 kg de protéines d'insectes produites, vous utilisez 95% de moins de terre que n'importe quelle autre production qui amènerait à cette production d'1 kg de protéines. Alors ça c'est vrai techniquement pour la partie vraiment élevage. Après, on utilise quand même des surfaces agricoles pour faire pousser, pour faire pousser ce que nos insectes mangent. Par exemple, pour notre usine d'Amiens, on estime qu'il y a 40 000 hectares qui travaillent qui va être mise en service opérationnellement parlant d'ici quelques mois, c'est ça? On est en train de la construire là. Elle est en train. Si vous passez dans la zone industrielle nord d'Amiens, vous commencez à voir les fondations, les grues sont là, etc. Donc voilà, techniquement, on devrait commencer début d'année prochaine. Voilà, après, ça va être les aléas et les joies de la construction. On va voir quand est-ce qu'on démarre exactement. Mais ça va être à peu près ça. Et donc là, c'est une unité qui va faire 100 000 tonnes à l'année de tous les produits. Donc il y aura à peu près 2 tiers d'engrais et 1 tiers de protéines. Pour revenir à la démarche carbone, nous, on s'est remonté les manches en gros à partir de 2015 et des accords de Paris pour vraiment prendre notre calculette papier crayon et on y va. Et en fait, ce qui a été hyper intéressant avec les accords de Paris, c'est ils ont édicté la règle, en fait. On prend les émissions de maintenant, on les divise par 3 en 2050. C'est très clair. Donc c'est ce qu'on a fait. On a regardé les émissions de notre secteur si on n'était pas là. On les a divisées par 3 et on s'est dit, ça c'est notre budget. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire qu'on on est encore à 3 fois au-dessus de notre budget en termes d'émissions. Et on a un plan, par contre, pour réduire ces émissions d'ici 2050 au niveau auquel elles doivent être en 2050 pour garder un monde à 2 degrés. Donc ça, on sait comment faire. Concrètement, il y a 2 choses à faire. Pour nous, c'est décarboner notre énergie. En France, c'est relativement facile grâce au nucléaire. Gardons le nucléaire, développons-le. On en a besoin. Sans ça, je ne vois pas comment on fait. Et le deuxième point, c'est la carbonation des itinéraires techniques de nos fournisseurs de matières premières. Alors c'est un peu technique ce que je viens de dire, mais c'est combien de carbone est émis quand on produit typiquement 1 kilo de blé. Oui. Donc il y a plein de choses qui se développent là-dessus. Il y a énormément de choses, par exemple sur la séquestration du carbone dans les sols, etc. Mais ça, c'est nos 2 piliers de plan en fait pour arriver à garder le monde à 2 degrés. Mais ce qu'on a peut-être fait un petit peu en avance de phase par rapport à d'autres acteurs, c'est ce côté, ok, on écrit, on y va, on chope les chiffres, on se donne des objectifs, on crée des plans et on y va. C'est ce côté-là qui aujourd'hui fait le cœur de l'action d'Insect. Sans ça, ça rime à rien. Aujourd'hui, sur le plan commercial, vous adressez le monde de l'aquaculture, notamment, qui a été peut-être le premier gros marché pour vous. J'ai vu les animaux d'élevage, les animaux domestiques également, Jean-Gabriel. Alors, c'est l'inverse. Ça a commencé par les animaux domestiques. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Les animaux domestiques, ça a toujours été autorisé, parce que les humains ne les mangent pas. Et le premier marché qui s'est ouvert, ça a été l'aquaculture en 2017. Et petit à petit, on voit que des nouveaux marchés s'ouvrent. Le
tout dernier, c'était en janvier de cette année, le marché humain. Ouais. Qui s'est ouvert, donc on est en train de l'ouvrir là, petit à petit. On va avoir, j'espère, les premiers produits qui vont bientôt sortir. Donc voilà. Ah ben ça va être. On va finir l'émission là-dessus, mais l'idée c'est de se projeter justement, à faire un peu de prospective avec vous deux, messieurs, sur la route qui reste encore à parcourir sur ces 10 prochaines années. C'est l'horizon de temps qu'on peut se fixer pour améliorer encore la prise en compte de ces enjeux durables et responsables dans l'industrie agroalimentaire. La route à venir, comment est-ce que vous la voyez, Daniel Sauvaget ? Encore une fois, pour votre activité chez Ecomiam, le surgelé, non transformé, 100% français, mais au sein, encore une fois, de son écosystème et de son industrie agroalimentaire. Oui, tout à fait. J'apprécie beaucoup la démonstration ici, puisqu'effectivement, on est vraiment dans cette préoccupation. Aujourd'hui, je pense que de nombreux acteurs économiques ont, c'est-à-dire, même si on reconnaît notre consommation, notre production de carbone, on a cette préoccupation de dire comment on essaye de compenser, sur quoi on peut agir pour essayer d'atténuer cet effet. Et donc, les 10 ans qui viennent, en ce qui nous concerne, c'est bien sûr le déploiement du réseau, le déploiement du service de livraison à domicile qu'on réalise déjà avec le partenaire. 10% de votre chiffre d'affaires Alors, l'ensemble de l'activité digitale, y compris le click and collect en magasin, le drive en magasin. Mais la livraison à domicile est encore un peu modeste et elle va se développer. Mais on essaye de la réguler toujours avec cet esprit responsable par rapport au carbone. On ne va pas livrer de trop petites commandes parce que c'est déraisonnable d'un point de vue pollution. Donc, c'est le développement de notre réseau et puis c'est d'agir pour essayer de limiter notre impact. Alors comment on peut le faire ? Nous sommes en train de valider aussi avec des spécialistes l'émission carbone de notre réseau. Donc nous-mêmes, mais aussi les gens qui nous livrent les produits pour avoir une vision assez globale. Et nous cherchons à passer des accords avec Écoterie, je ne sais pas si ça vous parle, des gens qui proposent de replanter de la forêt, des choses comme ça, pour essayer de contribuer à compenser les émissions de carbone. Donc en tout état de cause, c'est ça qui est fantastique pour nous entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'au-delà du challenge proprement inhérent à notre activité commerciale, on a un autre challenge qui est tout aussi excitant, c'est de savoir comment on va pouvoir gérer une forte croissance en s'intégrant et en minimisant notre impact dans l'environnement. Petite parenthèse au passage, mais on le rappelle, vous êtes coté en bourse depuis la fin de l'année 2020. Ce que vous venez de décrire là, c'est une démarche qui est importante aujourd'hui auprès des nouveaux investisseurs auxquels vous vous adressez, Daniel Sauvaget. Pendant les démarches d'introduction en bourse, on rencontre beaucoup d'investisseurs, 90 pitchs à peu près, j'ai dû conduire. Aux deux tiers, il a fallu démontrer notre vision de la RSE, enfin notre responsabilité par rapport à notre environnement et des plans d'action que nous comptions mener. Et nous avons même dû faire coter l'entreprise sur ces sujets. Aujourd'hui, il y a une note Gaïa qui permet d'évaluer les entreprises sur ce sujet-là. L'idée, c'est de se mettre en mouvement, comme l'a très bien expliqué Christophe, sur le futur de nos émissions. Bon. Jean-Gabriel Levon, la route à venir. Moi, j'ai quand même une question. Vous l'avez évoqué depuis le début d'année. Effectivement, vous avez les autorisations. Enfin, la réglementation autorise les hommes à manger des insectes. Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Les humains à consommer des insectes. Bon, c'est déjà le cas quand même dans une grande partie du monde, si je ne dis pas de bêtises. Moins dans nos sociétés occidentales, mais dans d'autres régions du monde, la consommation d'insectes est assez habituelle d'une certaine manière. Comment est-ce que nous, on va consommer directement des insectes demain ? C'est ça la question, moi, qui me taraude, Jean-Gabriel. Déjà, c'est pas tous les insectes. Là, celui qui a été autorisé en janvier, c'est le nôtre. C'est le Ténébrio molitor. Donc, c'est une espèce très précise. Il y a une dizaine d'espèces qu'on pense qui vont être autorisées au fur et à mesure, mais c'est pas tout et n'importe quoi. Comme vous n'avez pas le droit de manger de tigre du Bengale, quoi. Voilà. Oui. Truc. Pour ceux qui se seraient posé la question. Surtout vivants. Non, mais en tout cas, oui, ça, c'est super que cette opportunité s'ouvre là-dessus. Quelle place ça peut prendre dans notre alimentation directement ? C'est ça va pas tout de suite être quelque chose de extrêmement répandu, qu'on va retrouver absolument partout, etc. Nous, on pense que le premier marché qu'on va attaquer, ça va plutôt être des spécialistes qui vont s'intéresser à la qualité et à la technicité de la protéine qu'on consomme. C'est-à-dire que c'est une protéine qui est très concentrée, très riche, très nutritive, de bonne digestibilité, c'est très important. Donc ça intéresse typiquement les sportifs, tous les marchés de la silver economy, mais
on pense vraiment que c'est cet axe qualité-performance qui va être le démarrage. Donc c'est quoi? De la barre énergétique aux insectes, quoi. C'est ça, de la barre énergétique, des aliments qui sont vraiment faits pour un régime particulier, voilà, des choses finalement assez techniques. Ouais. C'est ce qui marche déjà sur les autres marchés auxquels on s'adresse, parce qu'avec le Tenebrio Molitor, c'est pas forcément le cas avec toutes les espèces d'insectes. On a cette qualité, cette performance démontrée. Donc bon, c'est notre stratégie de démarrage. Après, il n'y a rien techniquement qui empêche de... Enfin, moi, j'en ai eu à mon mariage, par exemple. Mais oui, j'allais dire, ok, là, je comprends la démarche et vous visez des marchés spécialisés. Il n'y avait pas que ça, je vous rassure. Il n'y avait pas que ça. Et pourquoi pas, si on pouvait faire un repas de mariage entièrement à base d'insectes. Non, mais l'idée d'avoir des... Non, mais voilà, l'idée d'avoir des sauterelles au repas comme ça. Je dis toujours que les crevettes ont 2 paires de pattes en plus. Hein, donc... Ouais, c'est ça la différence. Voilà. Les freins à lever sont pas si élevés que ça, vous dites? Non, il y a un exemple que je prends souvent, c'est si on remonte de 20-30 ans en arrière, en France, c'était presque sacrilège de manger du poisson cru. On disait, mais tu vas tomber malade, tu vas te rendre malade, etc. Aujourd'hui, maintenant, le poisson cru, tout le monde mange des sushis assez facilement, régulièrement. En tout cas, c'est passé dans l'imaginaire collectif que le poisson cru, dans les bonnes conditions, il n'y a pas de problème. Et on dit toujours que pour un changement d'habitude alimentaire, ça prend une génération, donc 25 ans. Voilà, il y a 25 ans, on ne mangeait pas de burgers, de pizzas, de frites, tout un tas de choses. Voilà, le surgelé, je pense qu'on en mangeait beaucoup moins d'ailleurs. Ouais, enfin, ça change en fait en 25 ans. Donc ça change lentement, mais ça change. Bon. Est-ce qu'on pourra surgeler des sauterelles pour le mariage prévu, si c'est possible? Non, il n'y a aucun souci. Mais ça va être un marché qui peut prendre quelle dimension pour vous, Jean-Gabriel? Est-ce que ça reste quand même les marchés de nutrition animale, élevage domestique qui restent les principaux marchés pour vous? Ou est-ce que ça peut être... Je pense que ça le restera encore de nombreuses années. Après, il n'y a rien qui interdit que ça devienne de plus en plus gros, voire prépondérant. Ça, on verra ce que l'évolution sera, mais en tout cas, nous, on ouvre les marchés et on construit les usines au fur et à mesure en fonction de cette évolution des marchés. Bon. On est sur l'enjeu, c'est l'apport de protéines. Et on voit que d'un côté, on va sans doute compliquer la tâche pour la production de protéines animales. Donc, il faudra trouver des substituts. L'insecte est fléché comme étant une source de protéines pour notre alimentation. Donc, sur le moyen terme, j'en suis intimement convaincu. Et on mangera donc des insectes dans la Station Spatiale Internationale ou dans les ou sur Mars avec Elon Musk. Techniquement, notre insecte a déjà été faire un séjour dans l'espace. Non. Si. C'est les Chinois qui ont fait ce test-là. Donc, ça a déjà été. Et, en tant que nourriture. En fait, techniquement, on se dit que c'est plus simple d'envoyer des insectes en scaphandre que des vaches en scaphandre. Donc, je pense que ça a de l'avenir. Et quoi, avec l'idée de pouvoir reproduire des élevages d'insectes sur place? En fait, il y a une problématique quand on réfléchit au voyage spatial, c'est qu'à un moment, il faut manger. Et tout ne peut pas et ne viendra pas de la Terre. Ouais. Donc à un moment, comment on recrée des écosystèmes sur place? Enfin, il y a une question intellectuellement qui est hyper intéressante, c'est quoi le plus petit écosystème terrestre qu'on peut tirer de la Terre? Voilà, je vous laisse avec cette question. On va rester sur cette question, c'est parfait pour terminer. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de cette émission Smart et Responsable consacrée à l'alimentation et à l'industrie agroalimentaire. Daniel Sauvaget, qui est avec nous, le fondateur et PDG d'Ecomiam, et Jean-Gabriel Levaux, cofondateur et directeur impact d'Insect.